En hiver, il fait jour moins longtemps à l'extérieur et les températures baissent. Nous passons plus de temps dans les pièces fermées et chauffées. Nous avons moins d'activité physique et moins de lumière du soleil. La saison froide est un défi particulier pour notre santé physique et psychique. Avec une experte et un expert, je vais découvrir aujourd'hui comment nous pouvons préparer notre corps et notre esprit à la saison froide. Pour ce faire, nous nous penchons sur les domaines de l'alimentation et de la psychologie, ainsi que du sommeil et du sport. Et à la fin de cette discussion, nous devrions vous avoir transmis des connaissances applicables afin que vous puissiez commencer l'hiver en pleine forme. Je m'appelle Tama Vakesson et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde au nom de l'assurance santé à tout prix. Bonjour et bienvenue à nos spectateurs de la Suisse romande. L'événement se traduit simultanément en français pour vous. Moi, je vais continuer en allemand. D'ailleurs, je salue ici chaleureusement notre interprète, Julia Zelm. Cet événement s'inscrit également dans la conception de la santé d'à tout prix. La santé, c'est ce qui te fait du bien. Vouloir, c'est sain. Devoir, les moins. Ce qui te fait du bien est sain. Changez maintenant, à tout prix, l'assureur de la santé. Et voilà, nous allons tout de suite continuer. Je voudrais vous présenter nos invités. Je voudrais bien commencer par une somnologue et une spécialiste du sommeil. Elle s'occupe depuis des décennies de l'étude du sommeil et du traitement des troubles du sommeil. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans des institutions psychiatriques et de médecine du sommeil, surtout au niveau de la direction comme femme cadre. Et depuis 2 ans, elle a son propre cabinet à Zug. Je souhaite la bienvenue à Eva Birer. Eva, merci d'être venue. Et puis, nous avons un expert, un autre invité. C'est un expert en arts martiaux, entraîneur professionnel de Swiss Olympic, ainsi que fondateur et directeur de Maro Dojo. Ce sont des entraînements et des salles d'entraînement et de thérapie qui ont évolué du fil du temps. Et depuis 2023, cette année, il est également responsable de la formation jeunesse et sport pour le Kickboxing Light. Il est également responsable de la formation de Swiss Functional Training. Donc, vous voyez, c'est un expert de A à Z dans le domaine sportif. Un grand bonjour à Marco Marfi. Merci d'être venus tous les deux. J'ai préparé des questions pour vous, mais ce n'est pas seulement moi qui puisse vous poser des questions, mais également notre cher public qui participe à ce live stream. Donc, chers participants, si vous avez des questions pour Marco ou Eva, s'il vous plaît, saisissez-les dans le chat et nous allons revenir sur vos questions au fil de ce live stream. Donc, si vous êtes d'accord, je vais peut-être démarrer avec ma première question. Pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faut parler des saisons et de la santé? À ton avis, Eva? En quoi l'hiver est-il différent de l'été? Oui, même une grande différence. Nous toutes et nous tous, le matin, on a du mal à se lever en hiver, on est fatigué, plutôt fatigué en hiver. Et ce que me disent beaucoup de personnes, c'est que souvent, ils sont un tout petit peu de mauvaise humeur quand il n'y a plus de soleil, quand il y a le brouillard qui monte. On n'est pas vraiment en forme le matin. C'est pourquoi ça vaut le coup de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être bien pendant l'hiver aussi? En effet, c'est quelque chose qu'on va approfondir dans cet entretien. Mais tout d'abord, à toi, Marco, tu n'as pas seulement affaire aux sportifs d'élite, mais également aux jeunes et aux adultes, donc des gens normaux comme moi. Est-ce que tu vois une différence de performance et de l'état d'âme des personnes qui pratiquent un sport? Oui, en effet, ça a des répercussions sur l'entraînement. Moi-même, je sais qu'en été, je suis en meilleure forme. Je préfère bouger en été qu'en hiver. Faire un stretch en hiver, c'est déjà plus dur. On est moins flexible et je reçois le même feedback de toutes les personnes à qui j'ai affaire. Il y a également des personnes qui me disent qu'elles préfèrent s'entraîner en hiver, donc c'est subjectif parce qu'elles peuvent appliquer leur plan de manière plus disciplinée qu'en été, mais cette souplesse est beaucoup appréciée par d'autres personnes. Mais on l'a déjà entendu, les saisons jouent un rôle important, oui. Donc vous dites tous les deux que les saisons ont une influence.
sur l'état d'âme. Ce blues hivernal, mot-clé. Moi, j'adore l'été. L'hiver, c'est pas tout à fait mon truc. Que dites-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire attention à ses propres ressources? À commencer peut-être par le sommeil. Bon, ce blues hivernal et surtout la dépression saisonnière sont liés directement au manque de lumière. On sait très bien que les personnes qui ont moins de lumière, qui sont exposées à moins de lumière, produisent une quantité différente de mélatonine, ce qui fait qu'elles se sentent plus fatiguées. Beaucoup de personnes ont souvent de légères petites dépressions et parfois on a du mal à se bouger. C'est comme une espèce de dépression. On n'est pas trop bien. Et ce genre de dépression peut être parfaitement bien traité à l'aide de la lumière. Dès qu'il y a exposition à la lumière, une lumière très très claire, on a un effet tout de suite. Nous utilisons des lampes à 10 000 lux, donc une lampe de thérapie très très claire. Et nous exposons les personnes à la lumière de cette lampe. On leur propose de s'exposer à ce genre de lumière pendant 30 minutes par jour. Et ce qui est très important, et Marco, tu pourras que le confirmer, il faut sortir chez soi, jour après jour, selbst im Nebel rumlaufen, hat man sehr viel mehr Licht, als wenn man die ganze Zeit in den beleuchteten Räumen drinnen ist. Eigentlich ist es so, dass wir den ganzen Winter, wenn wir nur drinnen sind, sind wir im Prinzip in einer Höhle, rein von der Lichtexposition her. Und wenn man sich vorstellt, dass eigentlich das halbes Jahr lang in der Höhle zu sein, dann ist das nicht gut für unser Gemüt, schon nicht gut für den Schlaf-Wach-Rhythmus, weil es sich destabilisieren. Le rythme du sommeil ne peut pas se stabiliser. Donc, je pourrais m'exposer à une lampe très très claire et je serais bien. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important d'aller à l'extérieur et de capter la lumière du soleil? Y a-t-il une différence entre une lampe qui émet une lumière artificielle et la lumière naturelle du soleil? Bon, il faudrait que ce soit plus de 10 000 lux, donc 100 watts, ça ne suffit pas. Donc déjà, la lampe peut être hyper claire. C'est cette lampe thérapeutique que nous utilisons, qu'on peut acheter plutôt bon marché. Ça n'est plus aussi cher que par le passé. Et sortir, pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il y a plus de lumière. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes passent toute la journée au bureau. Souvent, ça se libère sans fenêtre. Voilà, aucune exposition à la lumière naturelle. Et toutes les pauvres personnes qui travaillent au souterrain de micro, par exemple, souffrent. C'est grave pour notre corps, c'est grave. Cette carence de lumière naturelle, c'est vraiment grave pour notre humeur et pour notre rythme circadien. C'est pourquoi je dis à ces gens, sortez de le micro pendant la pause midi aussi longtemps que possible. Et toi aussi, je te conseille, si tu nous dis que tu as un petit blues hivernal, et peut-être tes ressources ne suffisent pas, mais il faut vraiment se bouger, aller à l'extérieur et s'exposer à la lumière naturelle. Et pas seulement lire et « ouais, mais en hiver, il fait noir, il fait froid, c'est humide » et puis on n'a pas vraiment envie de sortir de chez soi. Il faut vraiment se dire « allez, j'y vais ». Se surpasser. Mais bon, on sait que la lumière naturelle, c'est très important. Bouger à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, Marco, pour bien se préparer à cette saison hivernale? Qu'est-ce qu'on peut faire de manière sportive? Tout d'abord, je suis absolument d'accord avec ce que Eva a dit. En fait, j'ai plus rien à dire. Elle a absolument raison. En effet, il faut sortir, il faut bouger à l'extérieur. La lumière joue en effet un rôle important, mais le fait d'être à l'extérieur en pleine nature est aussi important. Récemment, j'ai lu que ce n'est pas bien d'être toujours dans le même cadre où tout se ressemble. En fait, nous, êtres humains, on a l'habitude d'être dans un contexte qui change régulièrement. C'est pourquoi il faut à tout prix vivre un certain divertissement à l'extérieur. Aller à l'extérieur, au sens psycho-hygiénique, il faut sortir de chez soi, être en pleine nature. Pour moi, être en pleine nature et bouger en pleine nature, ça me fait vraiment du bien. Mais tu es d'accord avec moi qu'un été, c'est plus simple. Il y a des festivals pour la musique, tu peux voyager, tu peux aller à la piscine, te baigner. Qu'est-ce que tu fais en hiver? Est-ce que tu as des propositions concrètes pour des gens comme moi? Qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur? Bon, je pense qu'on peut tout faire, tout ce qu'on fait d'habitude. Il faut tout juste le faire. On peut faire du jogging. Seule chose à laquelle il faut faire attention un tout petit peu, seule chose que j'ai lue, c'est qu'il faut faire attention à la température à l'extérieur parce que
Lorsque nous inspirons de l'air, cet air doit chauffer jusqu'à moins 4 degrés, ça fonctionne. Mais si l'air à l'extérieur est trop froid, il ne faut pas faire du jogging pendant trop longtemps parce que la différence entre l'air que nous inspirons et la température en nous est trop élevée. Oui, mais marcher un peu ou faire un petit jogging ou alors faire un petit tour à vélo, mais tranquille. Il faut s'apercevoir qu'un entraînement, c'est toujours une perturbation du système. Ça, il faut le savoir. Ou bien nous émettons une stimulation, ou nous qui sommes entraîneurs, nous émettons une stimulation. Je vais déranger le corps pour que le corps s'adapte et ensuite il a besoin de repos. Et en hiver, il faut plus de temps pour se reposer, pour que cette adaptation puisse se faire. Voilà, tu as déjà anticipé qu'un entraînement est une perturbation du système. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces conséquences négatives soient évitées? On appelle ce principe le principe de la supercompensation. Un exemple. Une fois, si je veux renforcer mon muscle, je vais tout d'abord fatiguer ce muscle. J'essaie vraiment de tout faire pour que le muscle soit au bout du rouleau, pour qu'il n'arrive plus à reproduire l'exercice. Il va agir de manière à ce qu'il y a la prochaine fois, j'ai besoin d'une petite pause. C'est cette supercompensation, ce petit tampon. Et ce processus ressemble à une vague. On a le niveau de performance, on s'entraîne, on se fatigue, le niveau de performance diminue et une fois qu'on arrête l'entraînement, le corps recommence à se restituer, se renforcer et tout ce qu'on fait, bien manger, bien dormir, se reposer, pas boire trop d'alcool, tout ça fait que nous reprenons des forces et que nous remontons la vague. Le muscle a été un exemple, mais il y a d'autres niveaux auxquels il faut penser dans le contexte de l'entraînement. Il faut savoir quel est le système que je veux perturber dans le contexte de cet entraînement. C'est justement le job de l'entraîneur. Parfois, on souhaite générer plus de masse musculaire. Quelquefois, on voudrait bien que les gens soient plus rapides, on veut stimuler le système nerveux. Et si on veut stimuler le système nerveux, il faut savoir qu'avec une stimulation, le système nerveux met plus de temps pour se remettre de cet effort. Ça peut durer jusqu'à 5 à 10 jours. En hiver, je prends en compte tous ces faits et je sais que parfois, ça met plus longtemps pour se remettre et pour se reposer. Et comme athlète, je dois avoir confiance en ce sentiment de fatigue. Je dois accepter le fait d'être fatigué alors que mon plan d'entraînement prévoit peut-être que je dois poursuivre l'exercice. Voilà, je dois être un petit ours qui se dit, voilà, en hiver, il y a hibernation, je me repose, alors qu'en été, je sais, là, je peux performer, je peux foncer et utiliser. Donc en hiver, toi aussi, tu sens que tu as besoin de temps de repos plus long, de pauses plus longues, et tu te les permets. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, avant ce talk, on a eu une petite discussion le long du comptoir, et vous deux, vous avez dit que tout vouloir mesurer avec ces gadgets qu'on a aujourd'hui sous forme d'une montre ou tous ces wearables, vous n'êtes pas vraiment fan de tous ces petits appareils, non? Pourquoi? Parce que les gens perdent leurs instincts et perdent cette intuition, l'accès direct à leur corps et à leurs besoins aussi. Tout ceci disparaît. Et parfois, ça va vraiment loin. J'ai eu des patients qui m'ont dit, regarde, j'ai mon petit tracker de sommeil qui me dit que je dors mal. Et lorsque je pose la question clinique, comme quoi, comment allez-vous, comment s'est passée toute la semaine, on ne parle même pas d'un trouble de sommeil parce qu'il n'y a pas eu de trouble de sommeil. Mais les gens font une petite fixette sur ce gadget qui prétend dire que le sommeil était perturbé, qu'ils se font déranger. Et en plus, ces wearables ne sont pas exacts, ces petits gadgets appareils. Il faut toujours expliquer aux patients ce qu'ils mesurent ou ce qu'ils ne mesurent pas. Et parfois, c'est dommage. Parce que finalement, on est des êtres humains. Nous avons des besoins, des souhaits, des instincts. Il est très important de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et de notre psyché. Et je ne peux que confirmer ce que Marco a dit. Une des thérapies les plus efficaces, c'est l'activité physique. Dans toutes les psychiatries où j'ai travaillé, la thérapie d'activité physique a été une des thérapies les plus importantes. L'activité physique est extrêmement importante et on peut s'accorder cette activité physique, même si on n'est pas trop bien, il faut quand même se motiver et se dire, allons-y quand même, la lumière c'est très bien, mais l'activité physique également.
afin de retrouver sa bonne humeur. Donc le NEC plus ultra, ça serait activité physique en pleine lumière et en pleine nature. Parce que tout comme dit Marco, vivre la nature, c'est quand même bien. Récemment, j'étais en pleine forêt alors qu'il a fait mauvais temps et ça m'a fait un bien fou. J'étais en pleine forêt et j'ai vu toutes les feuilles qui sont tombées, j'ai vu les couleurs colorées. Et tout d'un coup, c'était plus affreux. C'est dans la salle de séjour qu'on a l'impression que c'est affreux, mais une fois qu'on est en pleine forêt et que c'est humide, la nature, c'est comme quelque chose de splendide. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc toi, tu dis que tu as affaire à des patients qui viennent te voir, qui disent « je souffre de troubles du sommeil à cause des données qu'on a collectionnées, alors qu'on n'est pas des robots, mais des êtres humains ». Comment tu le constates? Je pars du principe que des athlètes utilisent également des wearables pour être encore plus performants. Je suis sûre qu'ils mesurent tout. Ça dépend. Ça varie. Il y a des athlètes qui ont besoin d'un maximum de données. Alors à ce moment-là, je ne suis pas un bon entraîneur pour ce genre d'athlète parce que très rapidement, nous nous perdons dans ces données parce qu'on a du mal à les interpréter. Il y a d'autres entraîneurs qui adorent cette big data et qui consacrent beaucoup de temps à l'interprétation de ces données. Moi, j'ai toujours fait l'expérience que ce ne sont que certains moments, valeurs qu'on peut mesurer. Et tu as dit, souvent, ces valeurs ne sont même pas viables. Et l'image complète que je vois efface un grand nombre d'aspects. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Ayez confiance en vos sentiments. Ayez confiance en votre corps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mesurer, par exemple, ces montres qui mesurent le pouls. Je trouve ça tout à fait bien. Il faut savoir quel est mon pouls à repos, quelle est ma fréquence cardiaque pour savoir en quelle zone d'entraînement je suis. Mais après, il faut ranger ces gadgets, les mettre de côté et plutôt sentir si on est en zone parfaite, à la limite, au bout du rouleau, ou si je m'aperçois, peut-être là j'étais trop rapide. Il y a eu trop de sollicitations, trop d'efforts. Voilà ce que j'essaie d'apprendre aux gens. Mettre de côté les gadgets. Donc, vous dites tous les deux, et dans le domaine du sommeil, et dans le domaine du sport, et de la psychologie, qu'il faut avoir un sentiment pour soi-même et qu'il faut avoir confiance en ses sentiments. Ayez confiance en vos sentiments, surtout quant aux besoins de sommeil. Peut-être on va reparler de ceci plus tard, parce qu'en hiver, souvent, les gens ont l'impression qu'il faut dormir plus longtemps. Et une étude qui a été faite récemment à la Charité à Berlin, cette étude a travaillé avec des gens qui souffrent de troubles du sommeil et on a pu mesurer qu'en hiver, ces gens ont dormi 1 heure de plus qu'en été et que le sommeil REM, sommeil, a duré plus longtemps. Je pense que beaucoup de personnes me disent « Eh bien, je dois toujours suivre un certain schéma dans mon sommeil. Je dois dormir selon une espèce de recommandation de schéma. » Ils ne se posent plus la question de savoir « Mais quel est mon vrai besoin de sommeil ?» Mon besoin de sommeil et non pas le besoin de mon mari, de mon épouse, du collègue, de l'ami. Mais de quoi est-ce que moi, individu, j'ai vraiment besoin? Et est-ce que ça varie tellement? Ce n'est pas toujours les 7 et 8 heures, ça n'est qu'une moyenne. Et je dis toujours aux gens, personne ne veut être la moyenne. Si je te dis, t'es que moyenne, tu ne trouves pas ça génial? Hein? Si je te disais, t'es comme tout le monde, ta main, elle a une intelligence moyenne seulement, ça ne te plairait pas. Par contre, côté sommeil, tout le monde veut correspondre à la moyenne, à cette durée moyenne de 8 heures. Alors que ça varie. Il y a des gens qui ont besoin de 6 heures de sommeil, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil. Et le tout est prévu par nos gènes et ça ne se change pas comme ça. Une question du chat. À partir de quand est-ce qu'on parle d'un trouble de sommeil ou bien d'un manque de sommeil? Un manque de sommeil, en termes de somnologie, la carence de sommeil, ce n'est pas la même chose qu'un trouble de sommeil. Carence de sommeil ou manque de sommeil, c'est que j'ai plein de choses à faire, trop de choses à faire et je sors toujours très très tard le soir et je ne m'accorde jamais la possibilité de dormir tranquillement. Ça, c'est le manque de sommeil. Sans cesse, je manque de sommeil, je suis fatiguée, etc. Alors qu'un trouble de sommeil est autre chose. Il y a 80 troubles de sommeil différents. Oui, 80 types de troubles du sommeil. Et les 3 troubles de sommeil les plus importants, c'est le trouble IODO, qu'on n'arrive pas à s'endormir à cause du stress, qu'on souffre, que nos pensées tournent tout autour d'une chose, qu'on se réveille la nuit, qu'on a du mal à se rendormir.
et ceci plusieurs fois par semaine, sur plusieurs mois. Et un autre critère, c'est que le lendemain, je ne suis pas bien. Ça, c'est un vrai trouble du sommeil. C'est le symptôme d'un trouble du sommeil. Mais il est normal qu'on se réveille la nuit. Ce n'est pas du tout un trouble du sommeil. Et lorsqu'on arrive à se rendormir et qu'on est bien le lendemain, on trouve non pas d'un trouble du sommeil. Et c'est très important de connaître ces définitions. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, qui souffrent de fatigue. Ça fait partie de la somnologie aussi, de la science du sommeil. Lorsque les personnes sont très très fatiguées et qu'elles souffrent de somnolence diurne, c'est souvent dû à des troubles organiques, les jambes qui bougent sans cesse, qui nous réveillent, ce qui fait que la qualité du sommeil est perturbée. Et ces genres de phénomènes, il faut les examiner. Donc le critère est toujours le suivant. Si je ne fais pas bien, si je souffre de fatigue, ou bien du fait de ne pas pouvoir m'endormir ou d'être fatigué tout au long de la journée et de souffrir de somnolence diurne, à ce moment-là, je dois me faire examiner. J'ai trouvé fort intéressant que vous n'aimez pas trop les wearables et toutes ces mesures. Vous dites tous les deux qu'il faut avoir confiance en soi-même, avoir confiance en ses sentiments. Et en effet, il y a différents facteurs qui ont des influences négatives sur votre santé. Alors, comment est-ce que je peux avoir cette capacité de me mesurer et comment ces facteurs négatifs, je peux les identifier et qu'est-ce que je peux faire contre ces facteurs négatifs? Tu me permets de dire quelque chose, Tama, parce qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, deux exemples que je vis dans mon cabinet. Dans mon cabinet, j'ai deux jeunes et ce que je constate souvent, je dois vraiment poser la question de savoir comment vous vous comportez. Ces deux personnes travaillent et pendant toutes les pauses, ils sont sur le smartphone. Donc, je pose la question de savoir combien de temps passez-vous devant les médias. Pendant qu'ils mangent, ils regardent la télé, Netflix, à l'arrêt du bus, on a tout de suite les écouteurs sur les oreilles. Donc, il n'y a pas une minute sans médias. Une minute, on ne va pas orienter vers l'extérieur. Ah, je me sens concernée, dit Tama. Je me sens concernée. Franchement, je suis comme ça. En effet, c'est la réalité. Et qu'est-ce qui se passe si on a toujours cette orientation vers l'extérieur? Je ne peux jamais m'écouter. C'est pourquoi il est tellement important de se dire de temps à autre, stop, je mets de côté le smartphone, ou bien je m'accorde une petite pause. Et je vais peut-être faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Bon, la nuit, il est prouvé qu'on s'endort trop tard si on consomme trop de médias. C'est à nouveau lié à cette lumière bleue qui nous perturbe, qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir. Il y a sans cesse ces problèmes de sommeil. Mais cette partie, cette introspection, être attentif à ses propres besoins, ça n'est plus possible si on passe tout le temps, tous les loisirs, en train de regarder la télé, smartphone, etc., les médias. Je ne peux que confirmer ce que dit Eva, j'observe la même chose. Dans mes entretiens de conseil, c'est la même chose. Parce que, ensemble avec mon partenaire, avec Christian Finger, je suis également conseiller. Et parfois, nous analysons le plan hebdomadaire de ces personnes. Je l'ai appris pendant ma formation, à savoir combien de temps est-ce que je passe pour manger, pour la mobilité, pour les déplacements. Et ensuite, on saisit toutes ces périodes à 15 minutes près. Et puis, je demande aux gens de dire quelle est la quote-part sociale et quelle est la quote-part individuelle, du temps pour moi-même. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Du temps où je fais rien. Une petite promenade en pleine nature, une méditation, je ne sais pas, lire un livre tranquillement. Et nous avons constaté que beaucoup de personnes pensent que regarder les smartphones, c'est le temps pour soi-même. Ils avaient une grosse quote-part de temps pour soi-même et on a dit raconte. Mais en fait, ce n'est pas le temps pour soi-même. Mais en fait, on demande des performances de pointe aux personnes qui ne font que consulter le smartphone. Le temps individuel, le temps pour moi-même, pour toi, c'est pas regarder mes potes sur Facebook, Insta, parce que moi, j'aurais dit c'est du temps pour moi-même parce que je ne suis pas obligée de travailler autre chose quand je regarde les médias sociaux. Mon formateur à Macolin, il m'a appelé ça bullshit time, ce que tu pratiques là sur le smartphone. Il a appelé ça bullshit time. Moi aussi, j'aime bien regarder mon smartphone. Parfois, je joue des jeux.
mais j'essaie vraiment de le mettre de côté. Et j'essaie de le faire de manière tout à fait consciente. Et lorsque je le fais, je me demande déjà pourquoi est-ce que j'ai cette envie de prendre le smartphone en main, de le regarder. Et j'essaie vraiment de faire un contrepoids et de dire, mettons de côté le smartphone et après je sors. Une fois que je sors, que je fais ma petite promenade en pleine forêt, c'est le temps pour moi-même. C'est le temps pour moi-même. Cueillir des feuilles, des champignons et tout ça, c'est le temps pour moi. Mais si tu le fais avec quelqu'un d'autre, si par exemple tu passes du temps en pleine forêt avec Eva et moi, que tu fais une promenade avec nous deux, c'est temps social. Donc temps pour moi-même, c'est du temps qualitatif où il n'y a pas de distraction et où tu te fais du bien. Oui, on parle toujours d'énergie. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est leur faire comprendre qu'il y a des outils, des gadgets qui te permettent d'augmenter ton niveau d'énergie. Et ce temps pour soi-même, ça augmente ton niveau d'énergie. Est-ce que ça a une influence sur le sommeil si on a du temps pour soi-même positif? Tu as dit que les médias ont été négatifs, mais si on se prend du temps pour soi-même, pour faire une espèce de petite introspection, comme tu as dit, est-ce que ça a des avantages? Oui, tout à fait. Si du jour au lendemain, on ne fait que regarder des choses, si on ne fait que se concentrer sur les choses à l'extérieur et si on ne fait que stimuler le cerveau sans cesse, et notre cerveau sans cesse stimulé par toutes ces news, etc., on se comporte comme un ordinateur. Mais on n'est pas un ordi où on peut appuyer sur un petit ordi pour fermer l'ordinateur, mais il nous faut 2 à 4 heures pour nous reposer. Et ça, c'est le temps pour soi-même. Ça serait le moment parfait le soir avant d'aller se coucher, se calmer et calmer notre cerveau aussi et ne pas continuer à le stimuler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de raisonnable le soir avant d'aller se coucher? Tout ce qu'on aime bien faire. Il y a des personnes qui produisent des albums de photos ou je ne sais pas. D'autres personnes font une promenade, d'autres jouent avec leurs enfants, prennent un bain chaud. C'est parfait d'ailleurs pour le sommeil, d'aller prendre un bain chaud avant d'aller se coucher. Tout ce qu'on aime faire. Se retrouver avec des amis, discuter, lire, bouquiner. Moi-même, j'adore les audiobooks. C'est mon scoop. C'est ce que j'adore faire pour l'instant. C'est très bien, ça me calme, ça me fait du bien. Et c'est vraiment des histoires intéressantes que j'écoute. Tout ce qui vous fait du bien. Et beaucoup de personnes disent que lire, c'est crevant aussi. Mais quand on regarde la puissance du cerveau qu'il faut pour lire un livre, c'est beaucoup moins que regarder un film. En effet, lire, c'est se décontracter, alors que regarder un film, c'est beaucoup plus stressant. Moi-même, une fois que j'ai lu certaines pages, je m'endors très très vite. Alors qu'un film, ça me stimule. En effet, on veut continuer à regarder. Et en effet, on peut faire du binge-watching, regarder différentes séries de suite, ce qui n'est pas forcément bien pour le sommeil. Cet hiver, l'hiver, pour l'instant, on a dit que c'est plutôt négatif. On a dit que l'hiver est plus complexe, que c'est un défi pour notre santé, mais est-ce que l'hiver a des effets positifs pour notre santé aussi? Le temps pour soi-même, on pourrait peut-être l'étendre pendant l'hiver avec moins de rendez-vous sociaux, se prendre plus de temps pour soi. Oui, c'est le temps justement de l'introspection où on se rappelle ses vraies valeurs. Au Danemark, il y a le terme de hygge, je pense, hygge, ou hygge, je ne sais pas comment ça se prononce, H-Y-G-G-E. Et les Danois vont allumer un feu, prendre la petite couette confortable, allumer le feu et être décontracté à la maison. Ils célèbrent ceci parce qu'il fait très très noir dans les pays nordiques, donc on s'installe tranquille, confortable à la maison. C'est une espèce de célébration. On se concentre sur soi-même au lieu d'être attiré par l'extérieur et se sentir obligé de faire des choses actives comme on était. Mais je voudrais bien en venir à l'autre pôle. Tout dont nous avons toujours besoin est toujours à notre disposition. Nous avons la bonne température ambiante et ça peut nous rendre fatigués, alors que c'est le froid, c'est le chaud et la faim qui nous motive, qui nous font bouger. Quand on a faim, on essaie de trouver à manger. Et quand on a froid, on se bouge parce qu'on a froid. Nous n'avons plus ces stimulations.
Donc, sortir de chez soi, ça peut vous rendre heureux parce que tout d'un coup, il y a ce froid, il faut se battre contre ce froid, on s'active, peut-être je vais même allumer un feu en pleine soirée. J'essaye d'allumer le feu, tout ça c'est dur. Il faut se donner de la peine et on est toujours conçu pour faire des choses difficiles. Nous sommes toujours des chasseurs et des collectionneurs. Ça reste comme ça. Et entre-temps, on est devenu paresseux. Oui, justement, sortir de ces zones de confort. Moi aussi, je me dirais, tiens, allumer une petite bougie, ma petite couette, alors que toi, tu dis autre chose. C'est pas vraiment intuitif, plutôt le contraire. C'est la combinaison entre les deux. C'est les deux. Tu sors à l'extérieur, il fait froid, et après, tu reviens et tu prends ta petite couette chaude et tu rentres satisfait. Donc, tu dis que le confort, tout seul, ça suffit pas? Non, parce que nous sommes chasseurs-cueilleurs. Et ça, il faut le savoir. Il faut savoir que trop de chaud et de confort, ça peut nous rendre dépressifs aussi. Vouloir rester dans sa comfort zone et ne plus être défié. L'entraînement, c'est une de ces perturbations. C'est pourquoi lorsque je m'entraîne, je touche à mes limites physiques, ça génère en moi un stress physique et tout ça, il faut ensuite le transformer et le compenser. Dans notre discussion avec cette séance, tu m'as dit qu'il faut adapter l'entraînement hiver, qu'on ne peut pas s'entraîner de manière aussi dure qu'en été. Tu as parlé du principe de Toblerone. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce principe de Toblerone? Oui. Tout d'abord, il faut savoir qu'au sens de la science sportive, un entraînement intensif, ça ne veut pas dire que tout à la fin, je suis lessivée parce que j'ai tellement transpiré. Ou bien, je dois entraîner ma vitesse ou bien ma force. Donc, bouger des poids lourds ou bouger très, très rapidement. À ce moment-là, j'ai à faire un entraînement intense. Le pouls monte. On est dans cette zone suprême maximum, limite, fréquence cardiaque maximum. Ça, c'est un entraînement intensif. Et plus cette stimulation est forte, plus la stimulation est forte, le principe de la Toblerone le dit, en haut, ça devient plus large. Moins le temps de sollicitation doit être long, et plus le temps de repos doit être long. Donc, si par exemple, je fais des box jumps dans mon entraînement, ce qui est hyper intensif, parce que je dois exercer des forces très très fortes. C'est quoi des box jumps pour des nuls comme moi? Je ne sais pas. Tu es à une certaine altitude, tu dois descendre et remonter, descendre. Ah oui, sauter, descendre, ou bien pousser des forces, des poids très très rapidement. Nous générons un nombre de watts très élevé. Ça, c'est hautement intense. Cela signifie qu'il faut le faire très, très rarement seulement. Si je fais beaucoup de box jump, le risque de blessure arrive très rapidement. Si je fais du saut à la corde, je peux le faire pendant beaucoup plus longtemps. Je peux parfaitement bien faire 50 voire plus de répétitions, alors que pour les autres exercices, beaucoup moins. Et si j'ai à faire un entraînement très, très intensif, Jean-Pierre Egger, le roi de la force, a dit qu'il a fait des entraînements avec l'équipe de basket nationale française et après, ils étaient crevés pendant 10 jours. Il a continué à les entraîner, mais non plus à cette intensité. Il faut savoir que c'est une charge pour tout le corps, y compris notre système immunitaire. Donc, ce n'est pas très intelligent de vouloir faire un entraînement HIIT en plein hiver. Regardez seulement taper High Intensity Interval Training. Ce n'est pas très intelligent de vouloir le faire en hiver. En hiver, il faut se bouger moins rapidement, pas soulever des poids trop élevés et plutôt travailler dans le domaine de l'endurance et non pas trop de force et trop de vitesse. Tu as évoqué le système immunitaire. Est-ce que le sommeil est important pour notre système immunitaire? Je voulais justement compléter ce que Marco a dit. Le sommeil est essentiel pour notre sommeil immunitaire. Suffisamment de sommeil va régénérer, stimuler notre système immunitaire pour attraper moins d'infections. On connaît tous le phénomène quand on se sent un tout petit peu malade. On se dit, allez, je vais me coucher tôt, je vais bien dormir et peut-être le lendemain, on est à nouveau bien. Donc, un manque de sommeil et les troubles du sommeil peuvent nous rendre malades. Il est donc très important de passer suffisamment de temps au lit, surtout en hiver. Ça nous aide à nous protéger contre les maladies. Et il faut enfin lutter contre les troubles du sommeil en hiver lorsqu'on les a. En été, on peut faire semblant comme si on ne les avait pas. Et en été, lorsqu'on est fatigué, on peut quand même se dépasser.
Et on peut peut-être se motiver un peu plus, aller à l'extérieur, alors qu'en hiver, c'est difficile. Donc, ça serait bien de s'y attaquer, de traiter ces troubles du sommeil. Et les troubles du sommeil, on peut très, très bien les traiter. Et si je ne suis pas vraiment malade, mais que je voudrais bien booster mon système immunitaire, est-ce qu'il y a peut-être des périodes où c'est vraiment bien de dormir? Bon, en principe, c'est toujours bien de bien dormir. C'est pas seulement bien pour son système immunitaire, mais pour la performance de son cerveau, pour la concentration, pour le système cardiovasculaire, pour éviter des erreurs. On sait très bien que des personnes très, très fatiguées, qui souffrent de carence de soleil, qui n'ont pas vraiment dormi, ont une attention aussi troublée que l'attention de personnes qui sont complètement bourrées. 0,8 pour mi correspond très bien à l'état d'âme de personnes souffrant de troubles du sommeil. Et lorsqu'il y a des politiques qui disent qu'ils ont négocié tout au long de la nuit, qu'ils ont vécu une nuit blanche et que la décision qui a été prise le matin est une bonne décision, je me pose des questions si elle est vraiment tellement bien, cette décision, parce que la volonté de courir des risques augmente lorsqu'on est hyper crevé. Donc je ne sais pas si c'est bien de passer des nuits blanches pour discuter. Si jamais vous avez une question dans le chat, posez-la. Ensuite, je vais afficher vos questions à nos deux experts. Je viens de recevoir une question qui a été posée. C'est probablement quelque chose pour toi, Marco. Dans le monde du sport, c'est normal d'avoir recours à des suppléments alimentaires. On pose la question, soit, quels sont les suppléments alimentaires qu'il faut prendre en hiver pour avoir un système immunitaire fort? La seule chose que je recommande, c'est la vitamine D. Vitamine D, parce que nous avons besoin de la lumière du soleil pour produire la vitamine B. Et parfois, on a du mal à capter cette lumière. On a du mal à en produire assez en hiver. Tout le reste n'est pas nécessaire. À mon avis, lorsqu'on a affaire à une alimentation bien équilibrée, même la vitamine C ne doit plus être supplémentée. Donc, pour le système immunitaire, à mon avis, la vitamine D suffit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eva. Oui, tout à fait. De toute manière, je ne sais pas si ces suppléments, moi je renoncerais à des somnifères, ça oui. Franchement, ce n'est pas une bonne idée que de prendre des somnifères lorsqu'on souffre de troubles du sommeil. Ces somnifères, ce n'est pas bien. Parce que souvent, ce sont des médicaments qui créent une dépendance et c'est un cercle vicieux. On peut bien traiter les troubles du sommeil sans avoir recours aux somnifères. Scientifiquement, il est beaucoup plus efficace de travailler au niveau du comportement et au niveau mental que de prendre des médicaments quelconques. Moi, j'ai l'impression que les somnifères visent à lutter contre les symptômes, alors que toi, tu t'attaques aux racines du problème. Oui, la vitamine D, c'est quelque chose que je connais comme femme avec un plus de mélamine. On me l'a prescrit année après année. Si vous, à la maison, réfléchissez s'il vous faut de la vitamine D, vous avez d'autres carences, Rika vous propose des analyses de son à Rika et vous pouvez regarder ça à l'écran. Vous allez recevoir des suggestions personnalisées sur la manière d'améliorer ta santé, plus une analyse de son normale. L'avantage que vous avez, c'est que vous recevez tous les résultats au bout de 3 jours et qu'il y a plus de 40 sites en Suisse et Atopré Basic prend en charge 90% des coûts jusqu'à un maximum de 200 francs par année civile pour cette analyse sanguine à Riquet. Ou alors, allez voir votre médecin de famille. La question que je me pose aussi est la suivante. Bon, il y a des conditions qui ont été fixées par la biologie. Nous sommes des femmes, tu es un homme. Est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes quant à l'entraînement? Est-ce que le genre, le sexe a eu une influence? Oui, c'est une science assez récente. Bon, je suis formée dans ce domaine et Adiane Rotabula était le premier entraîneur qui a parlé de ce phénomène et qui a tout d'abord commencé à entraîner des hommes et qui a ensuite commencé à travailler avec des femmes. Notre cycle joue un rôle important. Il est allé voir une gynécologue et en effet, on s'est rendu compte que le cycle féminin est un facteur très important pour l'entraînement. Après, la menstruation, c'est l'estrogène qui domine. Ça nous aide à créer la force et il faut profiter de ce temps jusqu'à l'ovulation. Et après l'ovulation, c'est la progestérone qui nous rend doux, c'est l'hormone qui nous rend tout doux et ça ne sert à rien de vouloir faire un entraînement de force.
On peut peut-être conserver le niveau de force, mais il faut plutôt travailler la coordination ou l'endurance. Et ça fait que c'est plus difficile pour une femme de travailler la force. Et ce qui est un peu méchant aussi vis-à-vis des femmes, c'est que lorsqu'un homme arrête l'entraînement de force, il conserve sa masse musculaire pendant une semaine, voire plus longtemps. Pardon, pour les hommes, c'est un mois, alors que les femmes, elles perdent leur masse musculaire après une semaine déjà. Donc les hommes les conservent pendant 4 semaines, alors que les femmes perdent la masse musculaire après une semaine déjà. Donc un homme peut se permettre de faire une pause d'entraînement beaucoup plus facilement que les femmes qui souhaitent travailler la force. Les femmes qui souhaitent travailler la force doivent s'entraîner régulièrement. C'est la conséquence que j'ai tirée de ce phénomène. C'est encore beaucoup plus impressionnant ce que font les femmes sportives d'élite. Je l'ai constaté pour la première fois, ce contexte qui existe entre la menstruation et entre le sport. C'est quand j'ai parlé avec l'équipe nationale de football féminine où pour la première fois, je me suis rendu compte que ce cycle est pris en compte. Qu'en est-il pour le sommeil? Y a-t-il une différence entre le sommeil masculin et féminin? Si, il y a différentes différences, surtout pour les troubles de sommeil. Les femmes ont plus de problèmes parce qu'elles se réveillent souvent la nuit, alors que les hommes souffrent plutôt d'apnée de sommeil. Ce que je trouve un peu spécial, c'est que les femmes ont tendance à dormir mieux lorsqu'elles dorment seules, alors que les hommes, et c'est la pure statistique, mais peut-être au niveau individuel c'est différent, mais les hommes préfèrent dormir avec la femme à côté. Intéressant. Oui. En effet, ça c'est peut-être une différence entre hommes et femmes. Petit commentaire. Je suis bien curieuse de voir comment vous allez réagir à ce commentaire. Si quelqu'un dit « moi je dors assez, je dors bien », mais je suis hyper fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça, c'est justement ce qui est très important. Il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas toujours être fatigué, inadmissible. En hiver, oui, on ressent un peu plus de fatigue. Ça fait partie de tous les phénomènes qu'on a discuté, carence de lumière. Mais s'il y a cette fatigue permanente, il faut aller voir un médecin. Tout d'abord, le médecin de famille, faire un examen sanguin, pour mesurer s'il y a peut-être une carence de fer ou autre chose qui peut nous rendre fatigués. Ensuite, il y a des dépressions qui créent cette fatigue. On le sait. Troubles psychiques, tout ceci, ça aussi, ça doit être pris au sérieux. Ou bien un trouble du sommeil proprement dit, où la qualité du sommeil n'est pas bonne. C'est un phénomène qui peut être traité aussi. Donc, en tout cas, il faut avoir confiance en soi-même, prendre au sérieux cette fatigue et pas dire « c'est rien ». Ce que j'ai souvent entendu dire, on m'a dit c'est l'âge, mais ça n'est pas correct non plus. Même des personnes âgées peuvent être éveillées le jour et en forme. Les personnes âgées ne doivent pas toujours être fatiguées. Il est d'autant plus important de prendre ça au sérieux. Donc, une fois qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas trop bien dans sa peau, il faut prendre ça au sérieux, indépendamment de son âge, de son genre. En principe, il faudrait être en forme. Bon, tu me dis être en forme. Je suis un peu allergique à cette expression. Il ne faut pas toujours être fit en forme. C'est justement cette grande pression exercée sur la société. Marco et moi, nous en avons parlé. C'est une immense pression que nous nous mettons nous-mêmes. On veut être fit en forme tout le temps. Non, de temps à autre, on peut être crevé. Nous avons tous nos petits creux de la vague, des hauts et des bas. C'est normal. C'est normal d'être fatigué de temps à autre. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie d'avoir des week-ends de fatigué lorsqu'on a beaucoup travaillé en semaine. Et on veut toujours tout optimiser, on veut être plus efficace, on veut s'améliorer. Il y a quelques centaines d'années, on n'a pas du tout dormi au même moment. Par le passé, on a fait quelque chose, on s'est réveillé, on a travaillé, on s'est rendormi, alors que nous avons cultivé le sommeil et nous avons essayé de le rendre plus efficace en dormant d'affilée. Et souvent,
on demande trop à soi-même, on se met une pression parce qu'on veut avoir un sommeil optimisé. Nous voulons partout avoir l'optimum et parfois c'est bien de ne pas toujours viser l'optimum. Parfois c'est très bien de ne pas toujours être en forme. C'est une espèce de détente. Si par exemple j'ai le droit d'être fatiguée pendant les vacances parce que je peux un peu me laisser aller. Je peux un peu me laisser aller. Et souvent, on devient malade. C'est probablement la raison pourquoi on devient malade pendant les vacances, parce qu'on a enfin le droit d'être malade pendant les vacances. Oui, c'est lié à ce stop de pression, et pour moi, c'est un point hyper important. Avoir une grippe, faire une fièvre, être malade de temps à autre, pour moi, c'est une bonne chose. Le corps est nettoyé. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent... Moi, j'ai jamais de fièvre. Et pour moi, c'est déjà un signe d'alarme parce que notre corps, il doit pouvoir se permettre de faire une fièvre. Ça prend beaucoup d'énergie que d'augmenter la température du corps. Donc, le corps doit se décider. Est-ce que je peux me permettre de faire une fièvre, oui ou non? Et si le corps le dit, je ne peux pas, c'est probablement parce que cette personne est déjà au bout du rouleau, parce que c'est sous une pression. C'est justement souvent les sportifs qui se demandent beaucoup, qui souhaitent performer sans cesse. Et là aussi, je dis, écoutez, le repos fait partie de l'entraînement, tout comme la sollicitation. Mais le sport, tout autour de la performance, il y a beaucoup de personnes qui se mesurent à d'autres personnes ou à leur propre performance, qui souhaitent surmonter sans cesse. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprends aux gens de manière active? Est-ce que tu leur apprends de ne pas toujours être formidable, être nul ou pas bien? Je dirais ouais, mais la culture de l'erreur, ça fait partie de ma philosophie d'entraînement. Oui. Bien entendu, lorsqu'il y a échec, il faut se poser la question de savoir pourquoi cet échec s'est-il produit, pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Ça nécessite l'autocritique, l'autoréflexion pour transformer ces échecs en opportunités. Mais je dis quand même pas aux gens, allez, zéro performance. Non, j'essaie de choper les bons moments où je peux demander la performance entière et là je les force vraiment jusqu'à ce qu'ils sont au bout du rouleau. Et après, il me faut l'entretien. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier? Est-ce que tu as bien dormi? Et si tout est positif, à ce moment-là, je peux vraiment demander le maximum. Et quand est-ce que tu sais qu'il ne faut pas trop demander aux gens? Quelles sont les réponses qui font que tu ne vas pas trop demander aux gens? Se disputer avec la copine, le copain, donc des choses hyper émotionnelles, absolument mal dormi. Ou alors je le vois tout de suite. Je vois les gens plusieurs fois par semaine et parfois je vois, il y a un truc qui n'est pas bien. Bon, il faut connaître un petit peu la personne et les gens ne montrent pas tout de suite ce qu'ils ou ce qu'elles ressentent, mais si tu les vois sur une période plus longue, et puis je vois la qualité des mouvements dès qu'ils bougent, parce que j'ai fait un plan et je dis que je vois que sur un plan, l'athlète devrait se trouver en telle et telle position, performer, et ça ne se fait pas. Et là, je me pose tout de suite des questions. Quels sont les facteurs à succès que tu identifies pendant la thérapie qui font que la personne ressorte de leur trouble du sommeil ou ils retrouvent un sommeil sain? Un sommeil sain, c'est déjà un facteur à succès. Accepter le fait de vivre les phases d'éveil, se dire je suis plus serein vis-à-vis de mon sommeil, parce que parfois on est trop focalisé, on fait une fixette sur le bon sommeil. À midi déjà on réfléchit, est-ce que je vais pouvoir dormir le soir, oui ou non? Et une fois que cette fixation disparaît, que je réfléchis plus à la qualité de mon sommeil, c'est déjà un bon signe, c'est une vraie réussite. Reapprendre à vivre. Je dis aux gens, il faut pas se taper des milliers de conseils et les appliquer, mais en principe, il faut recommencer à vivre. Et si vous aimez sortir le soir, sortez. Et si vous avez envie de boire un petit rouge, allez-y, si ça vous fait plaisir. N'arrêtez pas de manger tout ce qui vous plaît, n'arrêtez pas de sortir chez vous, n'arrêtez pas de boire de l'alcool, alors que ça vous fait plaisir. Souvent les gens me disent, je pratique plus de sport le soir. Souvent les gens me disent, le soir, je peux pas aller faire du sport parce que je travaille à 100%. Et si je vais faire du sport le soir, après, je peux plus dormir. Je suis trop excitée. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis à des gens? En effet, c'est un phénomène. En effet,
Lorsque nous parlons de cette intensité, en effet, le corps a besoin de temps pour se reposer. Donc, c'est pas très bien d'avoir un entraînement intensif à 8 heures du soir pour la qualité du sommeil. Si possible, il vaut mieux le faire le matin. Et le soir, il faut plutôt faire quelque chose au niveau de la coordination, quelque chose de plus calme, où j'ai besoin de performance intellectuelle. Et c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Le sommeil est très important pour les processus d'apprentissage. Moi, je joue également à la guitare et je sais très bien que parfois, je suis désespérée parce que j'arrive pas à jouer. Après, je dors et puis après, ça marche. Et pour le corps, c'est la même chose et l'entraînement. Donc les mouvements complexes nécessitent un effet bien éveillé. Le sommeil est essentiel et je vois tout de suite si les gens ont bien dormi, oui ou non. Il y a ce qu'on appelle la muscle memory, la mémoire des muscles, où il ne faut plus réfléchir activement et que le corps le fait automatiquement. Est-ce que le sommeil, ça s'entraîne? Est-ce que ça s'apprend, Eva? Ben oui, il y a l'école du sommeil. Comment ça se passe dans ton école du sommeil? Eh bien justement, à propos de cette question qu'on vient de voir, moi je dis aux gens, et moi j'entraîne pas des sportifs d'élite, ou j'apprends pas le sommeil aux sportifs d'élite, à quelques exceptions près, mais c'est des gens normaux qui bossent à 100%, et le soir ils vont dans leur club de sport. Et moi, je leur dis toujours, allez-y, et oui, en effet, ils rentrent à la maison. Et une fois qu'ils sont à la maison, ils sont encore un peu existés, ils ne peuvent pas tout de suite aller au lit. Mais l'important, ce n'est pas d'aller tout de suite au lit, mais de laisser suffisamment de temps au corps pour redescendre. Et lorsqu'on souffre de troubles du sommeil de toute manière, c'est très important de ne pas passer trop de temps au lit, avoir une période au lit plus courte et s'occuper lorsqu'on ne dort pas. Et revivre, aller refaire du sport, aller faire des choses qu'on a envie de faire, qui nous procurent du plaisir. Et c'est ainsi qu'on peut réapprendre à dormir, c'est ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qu'il faut faire. Ce sont quelques petites bases qu'il faut appliquer. Pas passer trop de temps au lit, faire des choses qui nous intéressent, qu'on aime bien faire, et pas s'organiser tout autour de son sommeil. J'ai des gens qui commencent à réfléchir au sommeil à midi déjà, ce qu'il faut faire pour bien dormir, et puis massage des pieds le soir, et puis, je ne sais pas, prendre un bain chaud avec des fleurs d'orange, pas manger ceci, pas faire de sport, toutes ces choses, et puis l'exercice de détente. Et après, ils ne s'endorment toujours pas. Et c'est pas bien. C'est justement le contraire de ce qu'il faut faire. Je dis toujours, faire moins, c'est mieux. Et il y a différents niveaux de sport. Je viens de lire le terme orthorexie, cette contrainte de vouloir manger que des choses saines. Ça aussi, souvent, ça devient un tic. Si je réfléchis trop à ce que je mange, à ce que je fais, c'est pas bien non plus, parce qu'on perd le feeling pour son propre corps. Et regagner cette confiance en soi, se sentir soi-même, c'est très important. Essayez de changer certains comportements malsains. Une fois que je vous écoute, je suis en train de me décontracter parce que j'entends dire qu'il ne faut pas seulement toujours penser à cette optimisation, une vie plus belle, performante, mais un peu plus de sérénité, un peu plus de moins de contraintes. Et voilà, il y a cet éternel forever young, il faut sans cesse rester beau, belle, vieux. Les vieux veulent toujours être jeunes. Et on veut toujours être beau, belle, alors qu'on a quand même le droit de vieillir un peu, de produire moins de performance, d'être un peu plus relax. Je trouve ça très agréable, ce message. Mais avant, tu avais parlé d'un moins de temps au lit. On a une question venant du chat. La question est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire le matin pour être plus rapidement en forme? Est-ce que tu recommandes à ces gens de se lever tout de suite? Tout d'abord, il faut savoir pour quelqu'un a du mal à se réveiller. Nous avons notre horloge interne. Et cette horloge biologique interne définit le moment idéal pour aller au lit. Il y a des gens qui aiment bien se coucher tôt et se lever tôt. Ce sont des personnes
ces fameuses alouettes. Et puis il y a ces jeunes, souvent, qui aiment se coucher tard et qui aiment se lever tard. Et si on vit dans une société où nous avons cette normalisation et ce rythme de travail qui commence à 7h à 8h du matin, c'est difficile pour ces hiboux. Parce que ces pauvres hiboux doivent se lever tôt alors que ce n'est pas leur truc. Et c'est très difficile pour ces hiboux d'être en forme le matin. Déjà, il faut savoir quel est mon chronotypage, de faire ce test de matinalité ou de vespéralité. Et lorsqu'on est hibou, il faut appliquer une petite astuce. Si on n'a pas un temps de travail flexible, ce qui serait génial pour ces hiboux, il faut faire autre chose. Parce que la qualité du sommeil est la meilleure si ça synchronisé avec notre horloge interne. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le monde du sport, mais c'est lorsque notre horloge biologique interne nous indique quand on veut dormir, c'est là qu'on dort bien. C'est pourquoi le travail en équipe est tellement grave, ou le travail de nuit. Ça, c'est une des raisons pourquoi la personne a du mal à être réveillée le matin. C'est peut-être un hibou. Et beaucoup de personnes qui souffrent de troubles dépressifs ou de dépression ont du mal à se lever le matin aussi. Et pour ces personnes aussi, il est essentiel de se lever comment? De faire des petits exercices d'activation. Je connais également des personnes qui ont besoin de plusieurs réveils pour se lever. Et c'est des personnes qui souffrent vraiment de somnolence, qui arrivent à mettre le réveil de côté et qui s'en rendorment. En hiver surtout, ces lampes, ça aide beaucoup. Allumez tout de suite cette lampe lorsqu'il s'agit d'une dépression. D'autant plus, surtout lorsqu'on a affaire à une dépression saisonnière, allumer cette lumière et puis se bouger, prendre une douche, boire un café. Bon, des choses toutes normales, simples qu'on peut faire le matin pour se réveiller. Mettre de côté le réveil, je l'ai constaté chez moi aussi. Et maintenant, j'ai un son désagréable et je mets le réveil très loin de moi et là, je dois me lever. Une fois qu'on est debout, ça va. Mais sortir du lit, pour moi, c'est pas simple non plus. On a déjà utilisé le terme de comportement. J'ai lu le livre de James Clear, Atomic Habits. Les tout petits changements de comportement qui nous permettent de de se faire de nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes doivent être aussi attrayantes que possible. Par exemple, mettre les vêtements de jogging juste à côté du lit pour qu'on voit déjà ses baskets une fois qu'on sort du lit. Ce que je fais pour moi-même, c'est des journées sans électricité où je renonce entièrement aux gadgets électriques, électroniques, y compris la lumière. Je baisse le chauffage. J'ai découvert les douches froides pour moi-même. Depuis 6 mois, je prends des douches froides. C'est par hasard que je les ai découvertes. C'était en été. Bon, c'est plus simple qu'en hiver, mais ça me fait un bien fou. Et c'est ainsi qu'on peut découvrir certaines choses où on se dit « Tiens, ça, j'en ai pas besoin » ou bien « Ça m'aide, ça m'apporte la fraîcheur ». On n'est pas conçu, je le répète, pour vivre cette vie peinarde. Nous sommes conçus pour lutter contre des défis, pour relever des défis, Et cette journée sans électricité, ça fait vraiment du bien. Je peux que vous recommander. Ça te ferait du bien, une journée sans électricité? Why not? Bon, cette histoire de la douche froide le matin, je sais que ça fait du bien. Je le fais aussi de temps à autre, mais c'est quand même pas évident. Encore une autre question que j'ai lue dans le chat. Est-ce que l'hiver influence cette horloge interne? Et si oui, comment? C'est ce qu'on a déjà vu et dit avec la lumière. On est exposé à moins de lumière, ce qui fait que très probablement, nous avons un certain besoin de dormir plus et nous avons plus de mélatonine qui est sécrétée en nous parce qu'il fait noir et ça fait qu'on est plus fatigué. Et ça fait que nous avons plutôt tendance à vouloir nous coucher un peu plus tôt qu'en été. Mais ça ne va pas transformer les alouettes en hiboux et vice-versa. C'est plutôt une tendance, ça n'est qu'une tendance. Ressentir la fatigue plus intensément et plus tôt. Malheureusement, nous en venons à la fin de cet entretien. L'heure est passée hyper vite. J'ai promis aux gens qu'ils auront des conclusions qu'ils pourront appliquer à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pourriez répéter les points qu'on vient de discuter en long et en large? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
démarrer cet hiver en pleine forme. Eva. Quant au sommeil, il faut s'accorder le sommeil dont on a besoin, rester au lit suffisamment long lorsqu'on constate qu'on est fatigué ou qu'on n'est pas bien de sa peau pendant le jour et qu'on constate qu'on a un trouble du sommeil. Il faut se faire examiner par un médecin parce qu'il y a vraiment des traitements tout à fait efficaces sans avoir recours aux médicaments d'ailleurs. Et lorsqu'on vit ce blues hivernal, il faut s'exposer à suffisamment de lumière et il faut sortir de chez soi, même lorsqu'il y a du brouillard à l'extérieur qui fait pas vraiment beau temps. Il faut quand même sortir de chez soi, aller à l'extérieur, passer suffisamment de temps en pleine nature, capter assez de lumière, ne pas se faire tenter par les médias. La chose la plus simple, c'est d'allumer la télé. Comme quoi, l'été a révolu, je passe plus de temps à la maison, plus de Netflix, plus de smartphones, plus de séries télévisées. Bon, il ne faut peut-être pas entièrement renoncer à tous les gadgets électriques, électroniques et couper toute la lumière électrique, alors que je trouve fort sympathique ce que tu fais, Marco. Mais on peut peut-être déjà le faire pendant plusieurs heures par jour. Je pense que ça accorderait du calme à notre cerveau. Et il faut prendre l'hiver comme avec toutes ses qualités, parce que l'hiver, ça apporte le calme. Ça exprime le calme. C'est le temps de l'introspection, tout à fait, et accepter cette introspection. Et pas tout de suite stresser, penser au shopping avant Noël, stresser tout de suite. Alors que c'est une période de réflexion. Voilà un statement à propos de Black Friday. Renoncer à ce stress de shopping avant Noël. Marco, je voudrais bien te poser la question aussi. Quelques points à retenir, quelques take-home messages. Chasseurs et cueilleurs, cultiver le chasseur-cueilleur en soi. Voilà, accepter les défis. Relever les défis, accepter les challenges, mais veiller également à ce qu'on ait suffisamment de repos, de moments de calme, de sérénité, essayer de sentir en soi quand est-ce que j'ai des périodes de force pendant lesquelles je peux vraiment performer à fond et quand est-ce que j'ai besoin de repos. Il y a plein de niveaux. Je pense au sommeil, mais également à l'alimentation pour me reposer, ou alors les relations sociales, c'est très utile aussi pour se reposer. Je voudrais bien clôturer avec cette phrase. Eva Biri, Marco Mafit, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir donné des trucs et des astuces aussi intéressants pour démarrer, affronter l'hiver fortifié. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez une petite minute pour nous, nous vous prions d'aller sur le petit questionnaire que vous trouvez en bas du chat pour nous faire un petit feedback pour que nous sachions pour le prochain Digital Talk ce qui vous a plu et ce qui vous a pas tout à fait plu, ce qu'on pourrait faire mieux encore. Merci beaucoup, merci de votre attention. Faites attention à vous-même. Prenez soin de vous. Je vous souhaite tout le bon et je vous souhaite une belle soirée. Merci.